Nouveau rendez-vous du dimanche, toute l'équipe du dimanche est donc bien en place. Piloté ce soir par Alain Couriol. Bonsoir et bienvenue à tous. Juste un résumé de l'actualité de la semaine avec notre analyse politique Siaka Koulibaly. On parlera surtout de population, notamment, vous le savez, cette semaine on a célébré la journée mondiale de la population. Il en sera question donc dans cette émission avec la conférence internationale du Caire. Vous vous en souvenez, c'était en 1994. Des invités sur ce plateau, Siaka Koulibaly, bonsoir. Bonsoir. Avec nous également Gustave Bambara, il est le directeur des politiques de population. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Sur ce plateau également, nous avons le docteur Seydou Belembivire, il est spécialiste de programme santé et de la reproduction à l'INFPI. Bonsoir. Bonsoir. Et pour compléter donc ce plateau, le docteur Georges Guéla, donc de l'ISSP, il est le directeur adjoint de cet institut. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Tout de suite, nous parlons donc de TAC, le traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina, l'édition 2019. C'était cette semaine. La moisson semble avoir tenu toute la promesse des fleurs, à en croire les deux chefs d'État que je vous invite à écouter. Nous pouvons affirmer que la coopération ivoiro-burkinabé se porte à merveille. Les résultats enregistrés témoignent de notre volonté commune de rendre cette coopération encore plus dynamique et mutuellement bénéfique. Il est vrai qu'il reste d'importants efforts à accomplir dans bien des domaines. J'invite par conséquent nos gouvernements respectifs à redoubler d'efforts en vue de traduire en réalisation concrète les décisions et les recommandations prises lors de nos sommets, notre objectif étant l'éradication de la pauvreté et le développement durable en vue du bien-être de nos populations. C'est à ce prix que nous mettrons nos populations, notamment notre jeunesse, à l'abri de la tentation de l'immigration clandestine et du terrorisme. Je me réjouis tout particulièrement que les questions de sécurité et de migration aient été abordées avec courage et détermination. J'accorderai une attention particulière au suivi de ces questions par les ministres chargés de la Défense et de la Sécurité, sous l'autorité, bien évidemment, de nos premiers ministres. La 8e conférence au sommet du TAC s'est enrichie de nouveaux accords signés dans le domaine des frontières, de la mobilité des enfants, des mines et carrières. J'aimerais également féliciter l'atelier du Forum des hommes d'affaires ivoiriens et burkinabés en marge de la présente rencontre. Cette deuxième édition fut également une réussite qui commande son institutionnalisation. Ce forum d'affaires qui vient bonifier nos acquis a permis à ces hommes et femmes d'affermir leurs relations en faveur des échanges économiques et commerciaux entre nos deux pays. La première édition également des journées culturelles et artistiques a tenu toutes ses promesses. Tous ces résultats engrangés sont à mettre à l'actif de l'excellence de notre coopération. Pour ce faire, nous devons engager davantage nos deux gouvernements à rechercher les solutions idoines aux préoccupations de nos populations à travers la mise en œuvre de nos projets intégrateurs. Monsieur le Président, permettez-moi d'adresser mes chaleureuses félicitations à nos deux chefs de gouvernement qui ont su donner l'impulsion nécessaire pour la réussite de notre sommet. Il me plaît également de féliciter le Comité national d'organisation pour la bonne tenue de nos assises. Je souhaite un bon retour dans leurs foyers respectifs à nos frères et sœurs de la République de Côte d'Ivoire ainsi qu'à l'ensemble des participants. Le 8e TAC qui s'achève donc à Abidjan, à Ouagadougou, Siaka Koulibaly, on a l'impression que les TAC se succèdent. Il y a des engagements au niveau politique, mais dans la concrétisation, ça pose toujours un problème. Le président ivoirien l'a d'ailleurs souligné. Et c'est d'ailleurs pour ça peut-être que désormais on parlera de biennale. Oui, tout à fait. Je pense que si les premiers responsables eux-mêmes l'ont constaté, c'est l'occasion pour eux donc d'apporter quelques modifications de sorte que
cette importante occasion de coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso n'apporte beaucoup plus de résultats et d'impact. Et effectivement, les populations sont très en attente lorsqu'on parle donc de la programmation du TAC. Et d'année en année, on constate que c'est un cadre qui reste toujours quasiment au même niveau, avec des engagements qui sont très, très importants, mais au final, il y a assez peu de résultats concrets. Le projet de l'autoroute, le projet du chemin de fer et bien d'autres. Hein? Exactement. Déjà, ce que je me pose comme question, c'est est-il vraiment nécessaire que les deux chefs d'État viennent au TAC? Quand on regarde l'agenda de cette rencontre, qui porte généralement sur des questions assez techniques, qui pourraient être réservées au niveau des techniciens, des ministres, et clôturées peut-être par les premiers ministres. Et les chefs d'État matérialisent l'engagement. Les chefs d'État matérialisent l'engagement, mais ce n'est certainement pas une idée à avoir que de penser que les premiers ministres vont venir et qu'il n'y aurait pas d'engagement. Ce que je veux dire ici, c'est que lorsque les chefs d'État se retrouvent, on devrait avoir des questions d'importance majeure. Et je veux dire, des questions sur lesquelles, au niveau des deux États, individuellement, on ne peut pas les régler. Et il y a plein de questions qui se posent. L'élection qui va se dérouler en Côte d'Ivoire, il y aura des bureaux de vote qui vont être mis en place. Des questions de ce genre-là, la question Blaise Compaoré ou la question de l'éco même si c'est un cadre bilatéral, les deux États peuvent harmoniser les points de vue en attendant donc de se retrouver. Par exemple, la question sécuritaire, qui est aujourd'hui désormais intégrée dans le TAC. Voilà, exactement. Ça, c'est important. Donc, sur ce plan, je pense qu'il faudrait peut-être voir le format. Soit on augmente le volume des questions qui sont traitées dans le TAC, soit on limite donc le niveau de participation, de sorte à ce que les attentes ne soient pas déçues lorsqu'on voit les résultats ou surtout leur mise en œuvre. D'accord. Deuxième sujet de cette info, c'est cette sortie sur la scène politique de la société civile à la politique. Il a en tout cas franchi le pas. Il s'agit du professeur Augustin Loada. Il crée son parti, le MPS, le Mouvement Patriotique pour le Salut. Un autre Burkina est possible avec le MPS selon Augustin Loada, président du Mouvement Patriotique pour le Salut, dernier né du landerneau politique burkinabé. À l'origine de la création du MPS, le constat ramène d'une situation sociopolitique en déconfiture. Par un retournement de l'histoire, le Burkina Faso, qui bénéficiait d'un capital de sympathie dans le monde entier, est devenu le sujet, voire l'objet d'une compassion internationale, qualifiée désormais de vente mou du Sahel. La rupture attendue et promise n'a pas eu lieu et en lieu et place est amorcé un processus de restauration du système post-colonial rejeté par le peuple burkinabé. Et face à ce tête-à-queue politique, le peuple burkinabé et les observateurs internationaux médusés ne cessent de s'interroger. Tous ces martyrs de l'insurrection et de la résistance au putsch seraient-ils morts pour rien? S'ils ne sont pas morts pour rien, l'espérance tant attendue et suscitée par l'insurrection populaire d'octobre 2014 tarde encore à prendre forme. Et c'est tout un réquisitoire de désespoir que le ministre de la fonction publique sous la transition dresse contre le pouvoir en place. La faute politique la plus grave commise contre le peuple et la nation burkinabé, c'est d'avoir éteint la flamme de l'espérance née de l'insurrection, d'avoir étouffé l'optimisme du peuple burkinabé, d'avoir étouffé sa voix dans l'exercice de sa propre souveraineté, d'avoir développé une conception jouissive du pouvoir d'État à rebours d'un contexte post-insurrectionnel. Parti d'obédience social-démocratie originelle, le MPS croit savoir de quoi souffre le Burkina Faso et le remède à lui administrer pour le sortir de sa léthargie. Et parce qu'il n'est pas d'accord avec la trajectoire prise par notre Burkina Faso depuis quelques années, parce qu'il entend construire une alternative à ce qui est donné de voir depuis 30 ans dans ce pays, parce qu'il n'a pas vocation à jouer le rôle de remplaçant dans une équipe qui a montré ses limites, parce qu'il entend offrir à notre peuple la possibilité de sortir du duopole offert par les Caïns et Abel d'une même famille politique.
le MPS se situe résolument dans le camp de l'opposition à la politique actuelle. Au lancement du parti ce 27 juin à Tinkodogo, des figures de proue du pouvoir de la transition. Sur le mouvement plane l'ombre du lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida, premier ministre de la transition, bombardé général à la fin du bail et exilé depuis lors au Canada. C'est donc un cénacle qui se constitue en vue des échéances électorales de 2020. Et voilà, Siaka Wada qui se lance finalement en politique. C'est vrai qu'on le sentait venir. Il lance son parti avec comme président d'honneur Yacouba Isaac Zida. Finalement, on se demande, est-ce que véritablement l'homme a envie justement de faire une carrière politique et de briguer la magistrature suprême, ou c'est tout simplement juste créer, utiliser son image pour travailler pour l'ancien Premier ministre? Je crois que la question mérite d'être posée à l'heure actuelle. On pensait tous que, effectivement, le professeur Loada se lancerait un jour à l'autre depuis qu'il est passé au gouvernement sous la transition. C'était donc une possibilité qui devenait de plus en plus importante de jour en jour. Maintenant que c'est fait, on aurait pu penser que ce lancement du parti est un épiphénomène dans l'échiquier politique national, étant donné le rythme auquel les partis se créent dans notre pays, et que d'un point de vue du phénomène, ce n'est pas une nouveauté. Les partis se créent et participent à l'animation donc, de la vie politique nationale et briguent donc les suffrages. Donc cela est tout à fait normal. C'est effectivement les développements qui ont suivi qui permettent donc de s'intéresser un peu plus à cette nouvelle formation politique, avec donc l'apparition de l'ex-premier ministre de sa boîte, comme il a annoncé lui-même, et qu'il serait le président d'honneur donc, de ce parti. Donc on comprend bien, au vu déjà de la composition du bureau donc, du MPS, qu'il s'agissait déjà d'une partie importante de ceux qui avaient animé la transition politique. On a vu déjà 2 anciens ministres qui étaient présents. Et finalement, on le comprend, toute l'affaire a donc été cornaquée par l'ex-premier ministre Isaac Zida lui-même. Maintenant, on se demande quel jeu exact l'ex-premier ministre est en train de jouer. Est-ce qu'il veut vraiment rentrer pour mener une carrière politique classique, ou est-ce qu'il s'agit juste de rester encore dans son exil et de... Avant, il y avait des mouvements associatifs. Maintenant, il a un appareil politique. Voilà, un appareil politique. Est-ce qu'il veut rester toujours dans son exil canadien et continuer à tirer les ficelles, si on peut s'exprimer ainsi? Mais ce qu'on peut se poser comme question également, est-ce que cette image ne va pas porter ombrage donc, au nouveau parti, étant donné les possibles suites judiciaires qui pourraient le concerner? Donc jusque-là, on sera obligé donc d'être dans l'expectative au niveau donc du MPS, attendant donc que cette question soit résolue. Et son nombre peut également être un problème. Et c'est un excellent moyen pour nous d'évaluer quelle a été l'appréciation des Burkinabés vis-à-vis de la transition. Si l'adhésion au MPS est très forte, mais surtout si les résultats électoraux sont bons, cela aurait signifié que les Burkinabés reconnaissent que le MPS, en tant que constitué des anciens dirigeants de la transition, ont joué un rôle positif en 2015. Mais si cela n'est pas le cas, on aura compris également que les Burkinabés ont vu de faire de mettre une croix sur la transition et sa façon d'être gérée, et avec les résultats qui vont venir aux élections. Merci, Siaka Coulibaly, d'être passé dans le 7 Info ce soir. Merci. La suite de ce 7 Info avec un thème ce soir et des invités pour parler d'un sujet préoccupant, important pour l'avenir de l'humanité. Il s'agit des questions de population. Nous parlons de population, nous parlons de dividendes démographiques, nous parlons de rapports évidents entre population et développement. Souvenez-vous, en septembre 1994 exactement, 179 pays, dont le Burkina Faso, ont, à l'issue d'une conférence internationale sur la population au Caire, en Égypte, adopté par consensus un ambitieux programme d'action. Il est question de changer de paradigme en mettant l'homme et ses droits au cœur du processus de développement, plutôt que l'approche basée sur le nombre. 25 ans après, qu'est-ce qui a changé? Qu'avons-nous fait des engagements de la CIPD, la conférence internationale sur la population et le développement? La journée mondiale de la population célébrée cette semaine nous donne l'occasion de faire le point, et pour le faire, des acteurs de premier plan sont donc sur ce plateau du 7 Info. Encore une fois, bonsoir.
Alors, je m'adresse tout de suite donc à monsieur Gustave Bambara. Vous êtes le directeur des politiques de population. Retour donc sur cette conférence qui a tracé les sillons, qui a pris des engagements majeurs 25 ans après. Que dit donc de la CIPD? Mais d'abord, commençons par parler de cette conférence. Qu'en est-il exactement? Qu'est-ce qui s'est passé au Caire justement, en 1994? Merci. Et merci de nous avoir donné l'opportunité, surtout au ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, pour parler de cette thématique d'une importance majeure. Il faut rappeler qu'avant 1994, il y a eu deux conférences. La conférence de Bucarest en 1974 et la conférence de Mexico en 1984. Au cours de ces deux grandes conférences, il était question de nombre de populations. Il était question de voir l'adéquation entre le nombre de populations et la croissance économique et le développement globalement. Donc, et la conclusion de ces deux grandes conférences, c'est de voir comment il faut réduire la croissance démographique de l'humanité. Et au Caire, en 1994, comme vous l'avez si bien dit, le paradigme a changé. On ne parlait plus de questions de nombre, mais on parle plutôt des questions de développement et des questions de droits de l'homme. C'est des questions de la santé de la reproduction et les questions des droits d'autonomisation de la femme. Donc, au cours de cette conférence, comme vous l'avez si bien dit, il y a eu 179 pays, dont le Burkina Faso. On a eu également des organisations de la société civile, et également l'Église était présente et tout. Il faut dire que c'est la première fois que les États ont eu un consensus très large sur un programme d'action ambitieux et qui traçait l'avenir de l'humanité. On imagine que changer de paradigme, forcément, l'ambiance n'était pas forcément au consensus tout de suite, sûrement des débats houleux parce qu'il y avait des antagonismes quand même. Si, bien sûr, vous savez que quand les esprits se réunissent, il faut qu'il y ait des antagonistes ainsi. Donc, il faut d'abord rappeler que dans les deux grandes conférences passées, l'antagonisme était vraiment très clair. On avait les pays développés et les pays en voie de développement. Les pays développés, les États-Unis en tête, plus l'Allemagne, mais les pays en voie de développement, l'Algérie et la Chine, qui menaient la danse. Donc, pour les pays développés, la croissance démographique est un frein au développement. Mais pour les pays en développement, ils pensaient que, en fait, c'est le développement qui sont les meilleurs contraceptifs. Donc, et ça, c'était vraiment une déclaration de l'ambassadeur de l'Algérie dans le temps. Mais je pense que la préparation de la conférence du Caire, dans les pays et dans les 5 régions du monde, a permis quand même qu'on arrive au Caire avec un consensus qui est déjà glacé. Mais à la conférence, il y a eu quand même, en tout cas, des échanges et des positions que les uns et les autres ont pris. Mais les participants ont convenu que chaque pays met en œuvre le programme d'action de la conférence du Caire en fonction de ses réalités socio-économiques, en fonction de ses convictions religieuses et traditionnelles. Donc je pense que c'est ce qui a vraiment soutenu qu'il y a eu un large consensus sur le programme d'action du Caire, surtout qu'on parlait beaucoup plus des questions du développement que des questions du nombre. Justement, Dr Seydou Belenviré, vous êtes spécialiste du programme santé de la reproduction à l'UNFPA. La question justement de la santé de la reproduction, ça a été aussi l'un des engagements majeurs de cette conférence. Tout à fait. La question justement de la santé de la reproduction était une des nouveautés ou une des fortes recommandations qui a été justement prise à l'occasion de cette conférence internationale sur la population et le développement. Parce que comme vous le savez très bien, c'est justement à travers donc, cette couverture, enfin, cet accès universel au service de santé sexuelle et reproductive qu'on peut garantir véritablement le bien-être, faisant en sorte qu'on puisse avoir un contrôle sur l'espacement des naissances surtout, et faire en sorte que les couples, les individus et les familles puissent avoir donc les moyens pour assurer eux-mêmes leur propre bien-être. Alors, Dr Guela, on sait que vous êtes dans la recherche et là aussi, c'est une conférence qui a aussi pris des engagements dans ces domaines-là. Tout à fait. Je devrais dire aussi qu'en 1994, j'ai eu la chance de participer à la rédaction du rapport pays qui devait être présenté au Caire. Et ça a été des débats au niveau national à Ouaïgouya où nous sommes retirés pour justement regarder l'adéquation entre la feuille de route qui avait été tracée pour cette conférence-là et nos objectifs au niveau du pays. Et je me rappelle encore que j'étais dans un groupe de travail avec d'éminentes personnalités comme Maître Alidou Ouedraogo à l'époque.
président du MBDHP, pour nous orienter un peu sur ces questions de droit, parce que ça faisait partie des éléments essentiels qui devaient être discutés lors de cette conférence. Et il s'agissait de faire en sorte qu'il y ait une certaine adéquation, comme le DPP le disait, entre nos aspirations, nos convictions, nos orientations politiques et ce que la conférence devait avoir comme recommandation, comme plan d'action. Donc, il est sorti de ces préparatifs de 1994 vraiment un rapport solide du Burkina qui avait tracé un peu notre façon de voir l'adéquation entre la population et le développement. Et ça, c'est très important. Maintenant, sur le plan de la recherche, évidemment, quand vous regardez le plan d'action de la conférence de Caire qui date de 25 ans, c'est comme une prophétie. Tout ce qui avait été dit, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Vous voyez, sur le plan de la santé de la reproduction, comme Dr Belemvire l'a dit, c'est des questions fondamentales qui, j'allais dire, nous rattrapent. Ce n'est pas forcément en termes de... souvent, quand on parle de Caire, les gens font la fixation sur la planification familiale. Non, ce n'est pas une fixation sur la planification familiale, c'est une fixation sur l'adéquation entre la population et le développement. Qu'est-ce que nous faisons de la population pour qu'elle devienne un moteur du développement? Donc voilà un peu l'axe. Si vous prenez l'axe de recherche, on regarde dans ce sens, c'est ce que nous faisons depuis que le plan d'action du Caire a été adopté en 1994. Donc c'est ce que je peux dire en attendant. Monsieur Bambara, quels ont été les autres principaux engagements au Caire? Oui, c'est pour rebondir un peu ce que le professeur Guéla a dit. La CIPD, c'est comme une boussole et c'est comme une prophétie. Vous savez que les OMD se sont calés exactement sur les conclusions du Caire. Et les ODD reprennent encore les engagements qu'on a pris au Caire. Par exemple, en 1994 au Caire, on a dit de prendre en compte les questions de dynamique démographique dans le processus de développement. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que vous êtes un planificateur, vous voulez faire le développement en mettant la population de côté. Puisque le développement, c'est fait pour la population et c'est la population qui est au cœur du développement. Donc ça, et au Caire, les questions de mortalité maternelle ont été définies. L'engagement était qu'à l'horizon 2015, on ramène le rapport de mortalité maternelle à moins de 45 pour 1000. Et également, pour la mortalité infantile, il a été décidé de ramener autour de 75 pour 1000 à l'horizon 2015. Donc, on a autant d'engagements tels que l'autonomisation des femmes, tels que le mariage des filles, le mariage précoce des filles que je veux dire. Donc, c'est autant d'engagements que l'humanité a pris au Caire en 1994 et qui furent les boussoles pour les OMD en 2000. Et également, on revoit exactement. Et quand vous prenez l'ODD 3 et l'ODD 4, c'est des engagements qu'on a déjà pris au Caire qui sont en train de se matérialiser. Faisons à présent donc le point, justement. Et 25 ans après, revenons dans notre contexte burkinabé. Quel est l'état de lieu de ces engagements-là? Vous en avez cité quelques-uns, l'autonomisation des femmes, la question donc du mariage précoce, etc. Quelle est la situation aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire que 25 ans après, le Burkina a réussi à faire un bon qualitatif sur ces engagements? Et il faut dire du retour du Caire, c'est que le Burkina, on a travaillé d'abord à internaliser les engagements pris au Caire dans notre politique de développement, dans nos plans et stratégies au niveau sectoriel, au niveau national. Donc quand vous regardez aujourd'hui dans le PNDS, on a encore les engagements du Caire qui apparaissent surtout au niveau de l'axe de le développement du capital humain. Donc, on a un certain nombre d'objectifs qui sont vraiment les objectifs qui sont calés. OK. Donc, et dans l'action, dans la synergie de l'action gouvernementale, les secteurs ministériels travaillent dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation. C'est quand on voit l'éducation pour tous en 2015, c'était vraiment les engagements du Caire. Et aujourd'hui, quand on regarde sur le plan de l'éducation, en 1994, le taux brut de scolarisation au primaire était autour de 33%. Et aujourd'hui, le Burkina a fait des efforts, on est autour de 88% aujourd'hui. Et ce que le Caire disait, c'est de travailler à ce que les filles et les garçons puissent aller à l'école. Et aujourd'hui, je pense qu'on a atteint une parité au niveau du primaire.
C'est vrai qu'au niveau du secondaire, il y a un écart encore entre les filles et les garçons, mais au primaire, on a vraiment fait un bon qualitatif. Donc, quand on regarde aussi au niveau de la mortalité infantile, donc infanto-juvénile, que le CARE demandait de réduire drastiquement, on est parti avec un taux de mortalité infanto-juvénile, c'est que les enfants qui mouraient avant leur 5e anniversaire, on était autour de 129 pour 1000. Et aujourd'hui, nous sommes autour de 81,7 pour 1000. Donc, c'est autant. Et pour la mortalité maternelle, surtout qui est vraiment une variable discriminatoire au niveau de l'humanité, on était autour du Burkina Faso en 93, autour de 566 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Et aujourd'hui, le Burkina fait un bond, nous sommes autour de 330 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Donc, c'est autant de progrès que le Burkina Faso a fait. L'État burkinabé, avec ses partenaires au développement, qui ont travaillé pour que nous puissions être... C'est vrai que tout n'est pas... On n'a pas atteint les objectifs qu'on s'est fixés, ok, mais on a vu quand même que des progrès remarquables ont été réalisés par le Burkina. Dr Bellaviri, l'UNFPA est un partenaire du Burkina dans la mise en œuvre de ses engagements. Avec l'œil de votre organisation, est-ce que vous avez l'impression justement qu'en termes d'évolution dans ces engagements, en termes de respect de ces engagements, le Burkina véritablement a fait des efforts? Oui, je pense que sur ce plan, d'énormes efforts ont été effectivement faits par le Burkina. Comme il le disait tantôt, on voit que le ratio de mortalité matin est passé de 566 à 330. Ça fait pratiquement 47% de réduction, même si on reste en deçà de la cible qui était atteinte, qui était convenue. Même chose pour l'accès aux services de planification familiale. Quand vous regardez en 1993, la prévalence contraceptive se situe autour de 4%. En 2015, elle est montée à 22,5%. Et ce qui est remarquable à ce niveau, c'est la ligne. Parce que, comme on le dit, on ne peut pas avoir donc, de programme si vous n'avez pas de produit. C'est vrai que l'UNFPA, en tant que partenaire accompagnant le ministère ou le gouvernement pour la mise en œuvre donc, de ces engagements, contribue pratiquement à près de 67% pour l'achat des contraceptifs. Mais j'ai dit un fait majeur qu'il faut saluer, c'est l'inscription d'une ligne budgétaire au niveau du budget de l'État pour sécuriser les produits contraceptifs. Il y a plein de pays qui sont mieux nantis que le Burkina, mais qui n'arrivent pas à honorer cet engagement. Le Burkina l'a fait, la ligne est régulièrement approvisionnée et mieux, cette année, par exemple, on voit que ça a été doublé. Bon, l'autre fait également qu'il faut signaler, c'est la gratuité pour la prise en charge donc, des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes. Tout ça justement pour témoigner donc, l'engagement de l'État concrétisé par certains actes qui sont pris aujourd'hui et qui expliquent justement l'amélioration de certains indicateurs, même si, je l'ai dit, reste en deçà donc, des niveaux qui étaient attendus. C'est vrai que derrière aussi, il y a eu un gros travail de sensibilisation. Aussi, vous parlez justement de l'accès justement sur ces questions de santé, de la reproduction, l'accès aux contraceptifs, mais derrière aussi, il a fallu un travail de changement de mentalité aussi. Oui, tout à fait. Je le disais, je n'ai pas évoqué un peu le caractère donc, lié aux besoins non satisfaits. Ça veut dire justement les femmes qui sont dans un besoin de contraception, mais qui n'arrivent pas à y accéder pour plusieurs raisons. Actuellement, je pense qu'on est autour de 19% de femmes qui souhaitent justement avoir cette contraception, mais qui n'arrivent pas donc, à l'obtenir pour plusieurs raisons, entre autres, en dehors justement donc, des difficultés organisationnelles liées donc, au fonctionnement de certaines structures de santé. Il faut évoquer justement ces barrières socioculturelles qui restent toujours un frein à l'utilisation de ces services. Raison pour laquelle on met l'accent justement sur les femmes, la promotion des femmes, l'autonomisation donc des femmes, de sorte à ce qu'elles puissent avoir un certain pouvoir de décision qui leur permet justement de pouvoir décider librement, comme cela a été dans la loi SR qui a été adoptée, pour avoir accès libre donc, aux services de santé sexuelle et reproductive. Et Dr Guila, au niveau de la recherche, on est aussi satisfait du niveau du respect des engagements? Oui, on peut dire que les différents progrès que nous venons d'évoquer montrent qu'il y a des progrès, il y a des avancées. C'est clair, on est parti des niveaux catastrophiques à des niveaux pas forcément ce qu'on veut, mais la recherche que nous menons tous les jours, c'est justement pour renseigner les niveaux des indicateurs et d'attirer toujours l'attention. On est passé de 500 et quelques décès maternels pour 100 000 naissances. Aujourd'hui, nous sommes à 330. C'est bien, mais ça veut dire que pour que vous ayez 100 000 bébés, vous perdez 330 femmes qui sont âgées de 15 à 49 ans.
C'est énorme. On vient de loin, mais c'est encore énorme. Et c'est ça que nous faisons tous les jours pour montrer où nous en sommes et faire des propositions sur ce que nous pouvons encore faire comme effort pour réduire cette mortalité maternelle. C'est la même chose pour la mortalité des enfants de moins de 5 ans. C'est énorme. On est encore à 82, mais on vient de quelque chose de près de 122, 125 pour 1000. Ça veut dire que même aujourd'hui, ce soir-là, quand on est en train de parler, vous avez sur 1000 enfants de 0,5 ans, il y en a de 0 ans qui viennent de naître. Ça veut dire qu'il y a 82 qui n'atteindront pas leur 5e anniversaire. Au bas mot, c'est comme ça. Donc, c'est vous dire que... Il y a encore des défis. Il y a des défis. Il y a des défis et c'est ce que nous traquons tous les jours pour dire au pouvoir public, voilà où nous en sommes, voilà ce qu'il faut faire. Gustave Bambara, donc vous êtes des pouvoirs publics. C'est encore effectivement de gros défis à relever pour atteindre effectivement l'objectif, c'est-à-dire la mise en œuvre intégrale de ces engagements du Caire. Quels sont aujourd'hui, à partir du moment où les obstacles sont identifiés, est-ce que aussi on a adapté aussi la stratégie à ce niveau effectivement pour pouvoir contourner ces obstacles? Bien sûr, et comme le professeur vient de le dire, on prend les orientations des chercheurs pour voir dans quelle mesure l'État oriente ses décisions. Et si le docteur Bilenviré a dit, c'est qu'on a vu qu'il y a un certain nombre de barrières, surtout les barrières financières, qui font que les gens n'ont pas accès aux services de santé. Ce qui fait qu'en 2016, l'État a vu, en tout cas, que les ménages étaient les premiers à payer les soins de santé. Donc, c'est dans cette décision que la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes a été prise. Et depuis ce temps, vous voyez que l'État, quand on regarde de 2016 à 2018, c'est environ 80 milliards de francs CFA qui ont été injectés pour la gratuité des soins des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes, et qui a permis quand même d'avoir environ plus de 32 millions d'actes que les gens ont pris, et ça permet quand même, on n'a pas encore fait l'évaluation, mais on sent que les gens ont accès de plus en plus, et les ménages sont devenus en deuxième position en contribuant aux soins de santé après l'État. Donc ça, c'est des engagements très importants, et il faut regarder comme, et on l'a dit également tantôt, pour l'accès aux méthodes contraceptives. On a environ 2 femmes sur 5 qui n'ont pas accès à ces méthodes contraceptives pour diverses raisons. Et une des raisons aussi, c'est les barrières financières. C'est pour cela, le 24 juin dernier, on a décrété la gratuité de la planification familiale, mais pour aller avec prudence, on a fait dans 2 régions d'abord, la région des Cascades et la région du Centre-Ouest, pour voir comment on va évaluer ça avant de passer à l'échelle. C'est-à-dire que c'est autant de stratégies qu'on s'adapte pour améliorer la qualité de vie des populations. Et quand vous regardez dans le discours politique, c'est aujourd'hui, actuellement, quand vous regardez dans le PNDS, on a des engagements financiers qui sont pris en compte. C'est pour la réduction de la mortalité maternelle, la mortalité infantile, pour vraiment améliorer la qualité de vie des populations. Et dans le domaine de l'éducation, c'est pareil. Au cours des 10 dernières années, quand vous regardez le nombre de classes qui sont construites, mais avec la forte fécondité et la forte croissance démographique, ça fait que l'effort qu'on le fait, ça annule tout l'effort que nous sommes en train de faire. Donc, quand on regarde au cours de ces 10 dernières années, on a multiplié presque par 2 le nombre de classes qu'on a construites au Burkina, mais on se rend compte que rien n'est fait. Donc, on tient compte de ça dans la planification de développement pour orienter les tirs et pour mettre l'accent sur l'éducation, surtout l'éducation des femmes et des filles. En tout cas, des actions donc et des stratégies mises en place pour relever donc ces défis. Aujourd'hui, on parle de lien entre les objectifs de la conférence et le dividende démographique. Oui, tout à fait. Parce que, entre autres, justement, pour ce qui concerne donc les questions de dividende démographique, pour me résumer, c'est juste faire en sorte qu'on puisse donc en tirer profit. Faire en sorte que cette population en charge-là puisse être moins nombreuse que la population active, capable justement de procurer donc des ressources. Bon, le lien, c'est lequel? Puisqu'on part du fait que si on améliore les conditions de vie, si on fait en sorte que les enfants ne meurent plus, si on fait en sorte que les femmes ne meurent plus,
Et si on fait en sorte justement d'avoir une certaine maîtrise de la population, alors on pourrait justement faire des économies sur ce qui pourrait donc être utilisé pour faire l'investissement dans le social. On pourrait donc faire des économies que l'on peut réutiliser dans des investissements structurants qui pourraient justement créer de l'emploi pour les jeunes et faire en sorte qu'on puisse de cette façon-là contribuer au développement. Et ça, ce lien-là, il est assez important à faire justement. Comment vous voyez au niveau de la recherche, comment vous voyez ce lien-là? Oui, il faut dire que le concept de dividende démographique, justement, c'est une manière, on va dire, d'opérationnaliser ce qui a été dit au Caire. C'est-à-dire que la population peut être un atout pour booster rapidement le développement, que certains pays n'ont pas eu l'occasion, la chance d'avoir. C'est-à-dire, au lieu de voir la population comme une menace, elle peut être une opportunité. Parce que vous avez des bras valides à un certain moment, et contrairement à la forte dépendance actuelle. Il y aura un certain moment où vous aurez plus de producteurs que de consommateurs dépendants. Vous voyez, parce qu'il y aura coûte que coûte une baisse de la fécondité. Et à un certain moment, vous avez une opportunité, un stock entre guillemets de population active, capable de booster très rapidement le développement, que certains n'ont pas bénéficié. Donc, c'est un atout pour nos pays. Donc, maintenant, ce n'est pas automatique. Il faut des conditions pour que ces gens-là soient productifs à un certain moment. Ça veut dire des investissements, des gens capables de produire. Ce n'est pas automatique. Vous pourrez avoir votre pyramide des âges qui va changer. Vous avez un gros stock de gens théoriquement actifs, mais si vous n'avez rien à leur offrir, ça devient ce qu'on appelle le malus. Il faut préparer le terrain pour leur permettre justement d'être productifs. Il faut préparer le terrain. Et c'est là le défi, puisque même si vous regardez à l'horizon 2040 ou 2050 pour le Burkina, la fenêtre d'opportunité qui va s'ouvrir en ce moment-là, parce que la fécondité va baisser forcément, et à l'horizon 2040-2050, vous aurez cette opportunité-là, cette fenêtre d'opportunité-là. Mais ces gens qui vont constituer la population active, là, ils sont déjà nés. Aujourd'hui, ils sont déjà nés. Qu'est-ce que vous leur donnez aujourd'hui pour qu'en 2040, ils soient productifs et capables de booster le développement? Voilà le problème du dividende démographique qui a été déjà dit au Caire en 1994. Donc, c'est une façon simple d'opérationnaliser. Et on dit, sous certaines conditions, ce n'est pas automatique. Il y en a qui pensent que ça va tomber du ciel comme une manne. Non. Vous pouvez avoir tout est bien préparé. L'opportunité existe, mais si vous n'avez pas investi, comme par définition son nom l'indique, dividende démographique, vous et moi, si vous n'avez pas investi en banque, vous n'irez pas au 31 décembre, vous n'irez pas demander des dividendes. C'est ça. Voilà. Alors, justement, Gustave Bambara, et c'est là tout l'enjeu, tout le défi qui attend le Burkina. Effectivement, le développement du capital humain fait partie des grands axes du PNDS. C'est cela qu'il faut aller vers ça, investir dans le capital humain, mais au-delà aussi, investir dans les infrastructures, dans la création d'emplois. C'est tout un ensemble de choses à mettre en place. Et au niveau donc de l'autorité du gouvernement, est-ce que vous avez l'impression que la machine est déjà lancée pour permettre au Burkina, dans un futur proche, de récolter les fruits de ce dividende démographique? Ok, dans un futur proche, bon, ça dépend de l'origine de votre futur proche. Sinon, je pense que la machine est déjà lancée. Et quand on voit, c'est que parce que l'une des conditions, c'est la transition démographique. Le Burkina Faso a déjà amorcé cette transition démographique, même si c'est de manière lente, on a amorcé notre transition démographique. Quand on regarde le taux de mortalité qui était autour de 32 pour 1000 en 1960, aujourd'hui nous sommes autour de 11 pour 1000. Mais ce que les populations n'ont pas intégré, et que la mortalité et que la natalité est restée de manière toujours élevée. Quand on regarde la mortalité et la natalité au Burkina Faso en 1960, on était environ de 50 naissances pour 1000 femmes en âge de procréer, mais plus de 50 ans après, nous sommes autour de 45,9%. Donc vous regardez l'écart qui fait qu'on a cette bombe de croissance démographique.
ce qui se fait. Donc, on est en train de se préparer et quand on regarde les infrastructures socio-économiques qui sont en train de se mettre en place, c'est vraiment en anticipation à ce boom démographique qui est en train de venir, surtout quand vous regardez avec le continuum, on a une masse importante de jeunes qui commencent à aller à l'école très longtemps. Il faut se préparer pour les offrir de l'emploi. Et pour ça, on est en train d'investir dans le domaine et technique électronique parce que nous sommes aujourd'hui dans l'économie du savoir. Donc, il faut que les gens aillent à l'école de plus en plus loin pour pouvoir s'insérer à l'économie mondiale. Notre économie peut être restreinte, mais il faut avoir formé des gens pour vendre leur capital hors du pays. Donc, c'est ça ce que le Burkina Faso s'est inscrit et ce qui explique un peu les bons qu'on a fait en matière d'éducation, en matière de la santé. Et également, une des conditions, comme le docteur Guela l'a dit, c'est également aussi assurer une certaine gouvernance vertueuse pour permettre aux gens de compétir de manière légale sur le marché de l'emploi et que notre marché aussi soit flexible. C'est qu'on ne peut pas créer une économie avec un marché et qui n'est pas flexible, où on a vraiment des tendances qui font que, en tout cas, le marché n'est pas flexible, où les gens peuvent sortir ou rentrer, où on peut faire des ajustements en fonction des besoins de l'économie. Donc, ça, c'est autant d'actions que le gouvernement est en train de faire. Et quand vous regardez le classement du Burkina et sur le classement du Doing Business, donc des réformes sont faites. Et les gens sont en train d'ouvrir le marché et de plus en plus, on voit que des investisseurs viennent au Burkina et je pense que c'est ce qui est la clé pour que les jeunes qui vont venir sur le marché de l'emploi puissent avoir effectivement de l'emploi pour travailler et contribuer à la production des biens et à la richesse du pays. On va prendre l'avis de Siaka Coulibaly. En tant qu'acteur de la société civile, vous travaillez parfois sur ces questions. La question donc des fruits du dividende démographique, c'est vrai, on l'a dit, investir dans le capital humain, mais aussi c'est aussi le modèle économique qu'il doit falloir revoir aussi si on veut véritablement optimiser cela. Oui, disons que de notre point de vue en général, nous ne contribuons pas à la formulation des politiques économiques, mais nous nous préoccupons de savoir comment est-ce que les besoins sont pris en considération dans la planification. Et c'est vrai que depuis déjà les années 95-2000, avec les politiques publiques participatives, de plus en plus, on tient compte des besoins exprimés par les populations en besoin, donc, pour faire les planifications au niveau des politiques. Et nous, les OSC, les ONG, veillent à ce que cette planification, d'abord, prenne en compte les besoins réels, mais surtout dans l'exécution des politiques, des programmes, des projets, effectivement, les taux et les performances soient de sorte à faire que ce dividende démographique-là soit une réalité. Et aujourd'hui, le Burkina, effectivement, a fait des avancées importantes. On a la gratuité, il y a aussi l'assurance santé universelle, il y a la planification familiale qui, depuis des décennies, est fonctionnelle. Donc, tout cela doit être mis en musique au plan des politiques de développement pour que le dividende, effectivement, soit produit. Malheureusement, on constate qu'il y a une sorte de surplace qui fait que le taux de progression de la démographie n'est pas suffisamment maîtrisé, de sorte qu'il y a des résultats du point de vue de la croissance économique qui sont encore minés par ce taux de croissance démographique-là. Donc ça, c'est quand même des questions de conception des politiques publiques qui ne sont pas forcément l'œuvre des OSC, des ONG, mais la veille porte sur l'application de ces politiques-là, les droits des populations bénéficiaires, etc., etc. Docteur Belem Viré, au nom de l'UNFPI, on suppose que vous avez votre vision des choses par rapport à ce dividende démographique. Pour le cas du Burkina, est-ce que vous avez l'impression que tout se met en place pour effectivement aller vers cela? Oui, je pense que le dispositif pour pouvoir donc tirer profit du dividende démographique, il est là clairement établi. Si je me réfère donc au PNDS, en tout cas, la question de réduction de la mortalité maternelle est bien prise en compte. La question justement de l'accès au service de planification familiale est bien prise en compte. La question donc de création d'emplois pour faire en sorte justement qu'on puisse absorber donc cette masse critique de jeunes assez bien formés est là. Maintenant, il faudrait justement mettre en place tout le dispositif pour s'assurer que ces engagements
traduit justement à travers ce référentiel national-là puisse effectivement être mis en place. Mais quand on regarde ce qui se fait déjà, je pense que les choses sont en bonne voie. Il suffit seulement, enfin, du point de vue, je pense qu'il faudrait peut-être accélérer pour la mise en place d'un certain nombre d'initiatives. On peut espérer effectivement tirer profit de ces dividendes démographiques. Sinon, le dispositif, il est bien là. Docteur Guela, c'est aussi de gros investissements à faire dans l'éducation, dans la formation, justement. C'est aussi ça, une population effectivement bien formée pour pouvoir contribuer au développement. Exactement, c'est ça. Le dispositif, comme le docteur Belenvire le dit, il est là. Naturellement, on aura un schéma qui est bénéfique pour avoir les dividendes. Donc, une structure de la population majoritairement productive et une base légèrement plus réduite avec moins de dépendants. Donc, le schéma, il va exister, il est là. On a amorcé cela. Mais c'est comme je l'ai dit, mais encore faut-il que vous puissiez donner la formation nécessaire à ces jeunes producteurs-là. Donc, à travers l'éducation, à travers les opportunités d'emploi, à travers la santé. Parce que si vous avez une population adulte à l'horizon 2040 majoritairement malade, ils ne sont pas producteurs. Donc, c'est tout un ensemble. Si vous avez ces gens-là à l'horizon 2040 qui n'ont ni éducation, bon, quand je dis éducation, ce n'est pas, c'est dans le terme, dans le sens de l'éducation moderne éventuellement, mais aussi la formation. S'ils ne sont pas formés, vous pouvez avoir un stock de gens productifs, mais qui ne peuvent pas impacter le développement. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de leviers sur lesquels il faut jouer. Donc, l'éducation, la santé, la création d'emplois sont forcément des leviers sur lesquels il faut agir pour prétendre bénéficier de ce dividende démographique-là, parce qu'il ne va pas tomber tout seul du ciel. Santé, éducation, formation, mais tout cela nécessite de gros investissements. Est-ce qu'aujourd'hui, le Burkina a les moyens de sa politique? Si le Burkina a les moyens de sa politique avec l'accompagnement des partenaires techniques et financiers, si je regarde, actuellement on est en train d'opérationnaliser un grand projet qui est le projet Suède, autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, dont donc l'État a investi plus de 34 milliards de francs CFA et au ministère de l'Éducation, au ministère de la Santé et bien sûr au ministère de l'Économie et des Finances, au ministère de la Femme. Donc il y a une architecture qui est mise en place et les gens travaillent sur le terrain, nuit aux jours, pour accompagner le pays pour vraiment la capture du dividende démographique. En termes d'investissement, quand vous regardez le budget de l'éducation et des 10 dernières années, ça a été multiplié par environ 40-45%. Donc c'est pareil pour la santé. Donc il faut dire que l'État a pris conscience de la nécessité d'investir dans l'être humain, qui est vraiment le principal moteur du développement. D'accord. Et c'est que l'État a les moyens de sa politique. Et j'ai bien dit, on a beaucoup de priorités, mais on est accompagné toujours. Et comme monsieur et docteur Siaka le disait, la société civile, c'est les partenaires du gouvernement pour la sensibilisation et tout ça, là, pour que les gens changent de comportement vis-à-vis d'un certain nombre de sujets. Voilà. On est en fin d'émission, docteur Sédou Belenvire, justement. On parle de moyens pour atteindre ces objectifs, justement, par rapport aux engagements pris au Caire. On suppose que l'UNFPA reste un partenaire du Burkina dans cette dynamique-là, sûrement avec d'autres idées, d'autres perspectives. Comment vous voyez un peu les choses pour la suite du combat? Oui, tout à fait. Comme je le disais tantôt, il y a eu de gros efforts, les choses sont améliorées, mais il reste encore des défis. À telle enseigne, si je prends un peu la vision de l'UNFPA sur cette question, c'est de faire en sorte que d'ici l'horizon 2030, on puisse donc avoir un monde où il n'y a pas de décès maternel, un monde où il n'y a pas de violence basée sur le genre, un monde où il n'y aurait pas de besoins en planification familiale qui ne seraient pas satisfaits. C'est de gros défis qui demandent justement de gros investissements. Et UNFPA est prêt à accompagner le gouvernement. Les autres partenaires techniques et financiers sont effectivement prêts également à accompagner le gouvernement. Et les engagements, c'est de part et d'autre. Il y en a qui concernent le gouvernement, il y a des engagements qui concernent les partenaires techniques et financiers. Je peux vous rassurer que tous sont mobilisés pour accompagner l'accompagnement nécessaire qu'il faut pour tendre effectivement vers cette
vision que nous avons. D'accord. Docteur Georges Guela, au niveau de l'SSP, on suppose que la recherche se poursuit justement pour accompagner cet élan aussi, parce que la solution, elle est là également. Tout à fait. Je pense que c'est ce que nous faisons au quotidien, c'est-à-dire informer sur là où nous en sommes, faire des propositions. Et je peux prendre par exemple l'exemple de l'éducation. L'éducation surtout de la fille. Nous avons toujours souligné que c'est un levier qui a de multiples avantages. Si vous avez une fille qui est entrée à l'école, qui reste à l'école jusqu'à peut-être niveau même terminal, elle n'enfantera pas à 15 ans. Parce que dès qu'elle enfante à 15-16 ans, vous la perdez en termes de production. Vous ne l'avez plus dans le système de production. Elle est hors du circuit. Oui. Donc, rien que l'éducation. Maintenir les filles dans l'éducation jusqu'à un certain âge a de multiples avantages. Et c'est ce que nous essayons chaque fois de faire avec des évidences, des preuves que nous mettons à disposition. Mais je dois dire que nous ne sommes pas vraiment... On est sur la bonne voie au Burkina. Je pense que c'est des choses qui sont faisables. On est sur la bonne voie. Ce n'est pas facile parce qu'on revient de très loin. Mais quand on regarde la progression, souvent, on est peut-être un peu trop pressé parce que les faits de société, ce n'est pas du jour au lendemain que ça change. Mais nous essayons chaque fois de dire où nous en sommes, qu'est-ce qu'il nous reste comme chemin, etc. etc. C'est ça notre rôle. Et je suis très optimiste pour les années à venir. Gustave Bambara, très optimiste malgré ce contexte sécuritaire qui vient aussi handicaper un peu les choses quand on regarde ces milieux déplacés, ces femmes, ces enfants déplacés, avec tout ce qu'on connaît comme risque derrière, que ce sont des personnes qui ont abandonné leurs champs, leurs animaux, etc. Oui, bon, le contexte sécuritaire, c'est vraiment malheureux et c'est une situation, et peut-être qu'on n'avait pas prévu, mais on le fait mais nous restons toujours optimistes. Nous pensons que le chemin où on s'est engagé, on va arriver à terme, malgré ce contexte sécuritaire que nous prenons maintenant désormais comme une donnée, et on est en train de travailler avec ça. C'est vrai que ça impacte nos actions sur le terrain, parce que vous sentez que c'est au niveau du Sahel, quand on parle de nombre d'enfants qui est très élevé, c'est surtout dans la région du Sahel et la région de l'Est, où on a environ toujours 7 enfants par femme. Et c'est des régions où on devait mener beaucoup plus d'actions pour avoir des effets, mais avec le contexte sécuritaire, c'est vrai que ça handicape nos actions, mais nous restons toujours très optimistes et nous pensons que nous sommes sur la trajectoire. Sur la trajectoire. Et on va inviter l'ensemble des Burkinabés justement à rester dans cette trajectoire en s'appropriant bien sûr tous les enjeux et tous les engagements pris dans le cadre de la conférence internationale sur la population et le développement il y a 25 ans déjà au niveau du Caire. Merci à vous d'être passé dans cette info. Je rappelle, vous êtes Gustave Bambara, directeur des politiques de population. Avec nous également le docteur Seydou Belenviré, le spécialiste du programme santé de la reproduction à l'INFPA. Merci. Et pour terminer, avec nous également le docteur Georges Guela, il est directeur adjoint de l'ISSP, l'Institut des sciences de la santé de la population. C'est à l'Université Joseph Kizerbo. Merci encore une fois, Siaka Coulibaly, merci. C'est la fin de cette info. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur la chaîne au cœur de nos défis. Bonsoir.